Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver nombreux en ce dimanche matinal. Nous allons aborder cette session sur les services publics d'avenir avec un panel d'exception. Donc, juste pour introduire ce panel, je suis Yann Algan, professeur d'économie à HEC. Et cette question sur les services publics d'avenir est d'autant plus importante dans un contexte de très forte défiance des citoyens vis-à-vis des institutions. Réinventer les services publics de demain apparaît comme central pour pouvoir non seulement rétablir la confiance des citoyens dans l'État, mais aussi leur bien-être. Dans cette perspective, plusieurs grandes questions se posent. Quelle est la place du numérique pour pouvoir améliorer l'efficacité des services publics, mais dans un contexte où il y a aussi encore des fractures numériques? Quelle est aussi la place de la proximité? Les Français, à l'instar du mouvement des Gilets jaunes, ont témoigné du besoin de proximité dans les territoires au plus proche d'eux de services publics. Et dans cette mesure, dans quelle mesure les maisons France Service peuvent répondre à cette demande? Mais surtout, plus fondamentalement, il semble que les citoyens ont une vraie demande pour une co-conception des services publics avec l'ensemble des acteurs, avec les collectivités, avec l'État, mais aussi avec les entreprises, avec les associations. Et donc, pour pouvoir envisager ce nouvel avenir des services publics, il était essentiel d'avoir un panel d'exception avec un regard très pluridisciplinaire. Et c'est pourquoi nous avons la chance ce matin d'accueillir tout d'abord Estelle Brachenow, qui est la directrice du groupe Veolia, directrice générale du groupe Veolia, Jean-Marc Borrello, président du directoire du groupe SOS. Nous avons aussi la chance d'accueillir Madame la députée Valérie Rabault, qui est la vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'économiste Jean Tawil, qui est chef économiste au Liban, et nous avons à distance Madame la députée Aurélie Trouvé, qui pourra se joindre parmi nous à distance. Donc je vous propose, sans plus attendre, que l'on commence une présentation en commençant par vous, Madame Brachenow. Alors, je serai le bad guy. On a juste 6 minutes de présentation au départ, mais après, nous aurons une discussion plus large avec l'ensemble du public. Merci. Merci. Je vais commencer par utiliser un mot que vous avez donné dans votre introduction, qui est le mot proximité. Pour moi, les services publics de l'avenir, c'est des services publics qu'on va imaginer avec les territoires, dans les territoires, en redonnant aux territoires. Pour moi, c'est la première chose. Avant même de parler de numérique, d'innovation et de ce qu'on va pouvoir faire demain, ça commence comme ça. Il est vrai que Veolia a une singularité très, très particulière de ce point de vue-là. Ça fait pratiquement 200 ans qu'on est aux côtés des collectivités locales pour livrer des services publics, des services essentiels, de l'eau, de l'énergie, des déchets dans nos villes, dans nos petites villes, moyennes villes, dans nos campagnes en France. On peut dire d'ailleurs que la qualité s'est plutôt améliorée au fur et à mesure des années. On a été capable de surmonter des nouvelles normes sanitaires, environnementales sur un certain nombre de sujets. Donc déjà, voyons le verre à moitié plein. Il s'est fait plein de choses et on a un service public de qualité en France aujourd'hui. Alors, le fait que nous soyons au contact de tous ces territoires, on a 55 000 salariés en France, c'est autant de capteurs, et puis on a des millions d'usagers qui sont des consommateurs de nos services, avec qui on a des contacts directs au téléphone, de visu. Et ils nous disent tous la même chose. Ils nous disent tous qu'il nous faut un service public territorial, local, réinventé avec eux, c'est votre propos, qui soit simple, lisible, compréhensible, et qui soit inclusif au sens qu'il prenne en compte tout le monde. Et bien évidemment, là aussi, il faut absolument l'inventer avec tous les acteurs du territoire. Alors on pense à les collectivités qui sont les premières concernées, évidemment l'État, mais aussi des associations, les CCAS, qui sont les seuls à pouvoir nous dire, quand on a lancé le dispositif de solidarité pour l'eau, qui permet d'aider les gens à payer leurs factures d'eau,
C'est une chose de mettre en place un dispositif financier, c'en est une autre que les gens savent qu'ils y ont droit, qu'on puisse aller les voir, aller leur faire la connexion entre les dispositifs existants et leur utilisation. Et ça, on ne sait pas le faire sans tout le statut, par exemple, associatif ou des CCAS dans les territoires. Donc, première chose pour moi, c'est vraiment de réinventer les services publics à partir des territoires. Ça permet aussi de redonner aux territoires. Je vous donne un exemple. Quand on recycle une bouteille d'eau, plutôt que de la mettre dans une décharge, c'est 8 fois plus d'emplois qui sont créés. Donc tout ce qu'on est en train de réinventer, avec encore une fois, en protégeant plus la planète, en travaillant sur le digital ou en faisant plus de recyclage plutôt que des choses plus basiques, ça crée des emplois. Ça crée des emplois dans tous les territoires en France. Et à tous les niveaux de la hiérarchie. Donc je crois que pour moi, c'est la première notion. La deuxième, si on réfléchit à réinventer les services du futur, évidemment, on pense à de la technologie, on pense à du digital, on pense à de l'innovation. J'y ai fait référence, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Quand on regarde les services publics, ce que l'on livre aujourd'hui par rapport à ceux qu'on livrait il y a 20 ou 30 ans, les normes sanitaires de l'eau, par exemple, sont beaucoup accrues et on a suivi au fur et à mesure. Les normes environnementales, c'est une évidence aussi. Sur évidemment le digital, mais j'ai envie de mettre le digital au service de l'usager et au service d'ailleurs du pouvoir d'achat. Je vous donne un exemple. Quand on met des capteurs qui permettent de faire des économies d'eau, des économies d'énergie, qui permettent de recycler plus et de gâcher moins, évidemment c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour le portefeuille des uns et des autres. Donc je pense qu'il faut voir pourquoi on utilise des technologies et pourquoi on utilise de l'innovation. Et évidemment, un mot sur les innovations au service de la planète et de l'environnement. Une grande entreprise comme Veolia, elle a une empreinte mondiale, elle a un portefeuille de technologies, elle a une capacité à innover, on a la taille critique qui nous permet d'apporter sur les territoires en France et d'inventer sur les territoires en France des choses qui permettent de trouver la nouvelle frontière d'un métier. C'est une amélioration de l'efficacité des services, moins de pertes dans les réseaux d'eau, par exemple, ce qui permet là aussi de maintenir une facture au niveau où elles le sont, mais aussi d'inventer les solutions de demain. On est en stress hydrique de plus en plus en France. On le voit aujourd'hui, les arrêtés de restriction d'eau se multiplient, sont de plus en plus tôt dans l'année. Une des solutions pour y faire face, c'est la réutilisation des eaux usées. Et c'est grâce à des technologies Veolia, grâce au savoir-faire accumulé par exemple en Espagne ou au Chili, qui connaissent cette situation-là depuis beaucoup plus longtemps que la France, qu'on a réussi par exemple à travailler en partenariat en Vendée avec des collectivités locales, donc sur le territoire des Sables-d'Olonne, pour créer une première française et européenne de réutilisation des eaux usées qui va permettre de créer en amont un barrage qui permet de fournir de l'eau potable derrière. Donc de l'innovation au service des usagers, de la planète, du pouvoir d'achat également, et qui redonne au territoire. Pour moi, c'est vraiment les clés. Donc finalement, j'ai envie de dire, réinventer les services publics du futur. Le futur, c'est maintenant. Donc déployons toutes ces solutions sur encore plus de territoires en France. Merci beaucoup pour cette parole forte. Je passe la parole à Jean-Marc Borrello. Merci, bonjour à toutes et tous. Les services au public sont rendus par des fonctionnaires, ils sont rendus par des entreprises privées commerciales et ils sont rendus par un secteur très largement oublié de manière récurrente qui est celui de l'économie sociale et solidaire. Ce secteur-là, c'est entièrement dévoué à l'intérêt général et ça rend des services au public. Alors pour le groupe SOS que je représente ici, ça va depuis la gestion d'hôpitaux, alors qui ne sont pas des cliniques, qui sont des hôpitaux privés non lucratifs, mais qui, depuis 2 ans, ont démontré qu'ils étaient capables, eux aussi, de tripler les capacités de réanimation et de faire face à l'épidémie de Covid. C'est des maisons de retraite, donc des dispositifs. SOS est le premier dispositif privé non lucratif de maisons de retraite, dont on a compris récemment que ce n'est pas tout à fait pareil
d'être une maison de retraite privée non lucrative ou d'une maison de retraite privée lucrative, que les intérêts n'étaient pas tout à fait alignés, mais aussi toute une série de dispositifs qui vont depuis la transition écologique, avec plus de 1500 salariés sur le territoire qui apprennent les métiers de la transition écologique et qui travaillent sur le terrain, dans les territoires, auprès de ceux qui ont envie de découvrir ces métiers. C'est aussi la solidarité internationale, puisque nous sommes dans une quarantaine de pays. Il y a peu de temps encore, on gérait une centaine d'écoles pour filles en Afghanistan, que nous avons dû malheureusement fermer, mais que nous avons bien l'intention de réouvrir un jour, mais on les a gérées pendant plus de 20 ans. Et évidemment, la situation en Afghanistan a fait que nous avons dû les fermer pour mettre nos salariés à l'abri. C'est aussi l'accueil, il y a quelque temps, de plus de 3500 réfugiés ukrainiens en très peu de temps, que nous avons pu accueillir, héberger, pour lesquels nous avons cherché des solutions, soit de retour au pays, soit de transit vers ailleurs, soit d'insertion dans le territoire français. Donc c'est un dispositif. Il y a aussi évidemment les dispositifs. Nous sommes le premier dispositif français d'accueil de jeunes, que ce soit des jeunes de l'aide sociale à l'enfance ou des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc autant de services publics ou au service de l'intérêt général, avec des innovations qui ne sont pas toujours technologiques, mais qui sont souvent des innovations sociales, c'est-à-dire comment essayer de faire face à l'ensemble des besoins qui se présentent aujourd'hui en essayant de poursuivre plusieurs objectifs en même temps. Je pourrais donner comme exemple, dans les marchés d'intérêt nationaux, à Lille, Paris, Marseille, Perpignan, nous avons des équipes de jeunes en insertion qui récupèrent les fruits et légumes invendus, qui devraient être bénés, qui les conditionnent et qui leur permettent d'accéder à un réseau de 800 épiceries solidaires que nous gérons dans le pays avec des centaines d'associations et qui permet à ceux qui ont des difficultés pour se nourrir convenablement d'avoir des fruits et légumes frais, parce qu'objectivement, l'aide alimentaire, c'est souvent des conserves ou des produits secs, et le fait de livrer des légumes dans ces établissements, ça permet à tout le monde d'avoir une alimentation plus saine. Ça veut dire clairement, nous évitons des centaines de tonnes de gaspillage alimentaire dans chacun de ces marchés d'intérêt nationaux, et en particulier à Rungis. Nous permettons à des jeunes d'acquérir un métier et de devenir spécialistes, de conducteurs de palettes ou je ne sais quoi. Et enfin, nous permettons à nos compatriotes les plus en difficulté de pouvoir avoir accès à des fruits et des légumes de qualité. Donc c'est typiquement le genre de sujet où l'innovation, elle n'est pas technologique, mais elle est sociale, elle est sur un objectif d'intérêt général tous azimuts, et puis il y a quelquefois des innovations économiques. Alors, la première innovation économique d'un dispositif tel que le nôtre, c'est qu'il n'y a pas d'actionnaire. Alors ça a fait sourire, il y a 36 ans, quand on a créé ce machin, les gens sérieux nous ont expliqué qu'on ne fait pas d'entreprise sans capital. Le groupe SOS, aujourd'hui, c'est 25 000 salariés. On doit faire 1,3 milliard de chiffre d'affaires annuel et on continue à doubler de taille tous les 5 ans. Donc, visiblement, on peut créer de l'activité économique sans capital. Mais l'innovation économique, elle peut aller au-delà. J'ai évoqué légèrement les sujets des maisons de retraite et je fais de gros efforts pour rester léger. Mais du point de vue économique, il y a quelques années, nous nous sommes dit, dans les maisons de retraite, il y a un dispositif qui n'est pas du tout utilisé, qui existe dans le monde HLM depuis à peu près un demi-siècle, qui s'appelle le surloyer solidaire. Et la réalité de ce secteur, c'est que les plus riches vont dans des structures privées lucratives, sans aucune garantie, vous avez pu le constater par vous-même, d'être mieux traités. Les plus pauvres restent dans le service public, mais vous parliez des CCAS qui souvent ont des difficultés d'investissement, de mise aux normes et accessoirement de gestion, parce que quand on n'a pas la taille critique, c'est assez compliqué. Et donc nous avons décidé que dans nos maisons de retraite, il y aurait un surloyer solidaire, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui n'ont rien et qui sont pris en charge par l'aide sociale, et ça on se met d'accord avec l'autorité de contrôle, c'est-à-dire les ARS et le département. Il y a ceux qui ont des revenus très limités et ils paient le minimum, c'est-à-dire beaucoup moins cher que dans une maison de retraite privée lucrative, en tout cas en dessous de 2 000 € par mois. Et puis il y a ceux qui ont un peu plus, qui pour les mêmes prestations
paient un surloyer qui doit être de 5 à 10 euros par jour, donc qui n'est pas absolument trop important, mais qui permet d'avoir des maisons de retraite de qualité, de payer des animateurs, de faire en sorte, là aussi, de faire face à l'épidémie de Covid plutôt mieux, et je le dis sans forfanterie, mais plutôt mieux que nos camarades du privé lucratif, parce qu'il n'y a pas eu, les conséquences n'ont pas été aussi terribles que chez d'autres. Aussi parce qu'il y a une habitude de faire avec, et ça c'est le troisième point, faire avec les entreprises. Le groupe SOS et Veolia, depuis très longtemps, mon cher Antoine, travaillent ensemble parce qu'il y a des tas de sujets où nous pouvons travailler ensemble et nous mettons ensemble nos forces pour résoudre ces sujets. On travaille évidemment très proche des collectivités territoriales et pendant le Covid, les mairies et les départements ont été absolument indispensables pour faire face. Et donc, continuer à innover, assumer cette radicalité dans le modèle économique qui est la nôtre et qui apparemment fonctionne. Évidemment, travailler avec les universitaires et Yann Algan a accompagné depuis Sciences Po quelques-unes de nos opérations et je termine par là, je te promets. Après la crise des Gilets jaunes, on s'est dit qu'il y avait un vrai sujet, c'est que les ronds-points avaient pris la place que n'avaient plus les lieux de convivialité dans les villages. Et que ces villages étaient fermés. Et donc, par un soir de novembre, on a décidé qu'on lançait une opération qui s'appelle 1000 cafés, dans laquelle Veolia nous donne un coup de main pour les citer à nouveau. Et nous réouvrons des cafés dans des villages où il n'y en a plus. Alors, ça a nécessité une loi qu'il va falloir renouveler, Madame la députée, parce qu'elle avait 3 ans. Ça a nécessité une loi qui consistait à mettre à disposition gracieusement les licences 4 qui permet d'ouvrir un bistrot. Donc la loi a été votée à l'unanimité, quels que soient les groupes parlementaires. J'espère qu'il va en être de même dans quelques temps, mais je ne me fais aucune inquiétude. Et on a ouvert le premier café la veille du confinement, ce qui prouve qu'on peut aussi se planter. Et puis, après le confinement, on a recommencé. Cette année, il y aura 100 cafés ouverts. Et nous avons plus de 1200 villages qui ont candidaté. Donc ce sont les maires des villages qui candidatent et c'est SOS qui gère le dispositif, qui récupère les lieux, qui les transforme, qui recrute les gérants. Et évidemment, ce sont des cafés, épiceries. On a passé un accord avec Val qui permet d'avoir partout un point poste. On a des lieux qui permettent d'accueillir des points numériques. En fait, encore une fois, une opération strictement entrepreneuriale. Ce n'est pas une opération subventionnée. D'ailleurs, mon directeur financier ne me la pardonne toujours pas. Mais globalement, c'est une solution économique qui va s'équilibrer, puisque je le dis, puisque je l'affirme, et qui permet objectivement à des villages de revivre. Et quand vous avez vu la totalité de la population d'un village venir le jour de l'inauguration avec un élu local qui a les larmes aux yeux parce que ça fait 7 ans qu'il essaie de réouvrir son bistrot, vous vous dites que vous avez été un peu utile à l'intérêt général. Merci. Merci. Merci beaucoup Jean-Marc. Et tu fais une merveilleuse transition. On a eu le point de vue d'un groupe vraiment emblématique avec Veolia, une économie sociale et solidaire absolument essentielle. On a besoin aussi du politique, plus que jamais, et on a la chance d'avoir parmi nous la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et Madame la députée, c'est à vous. Bonjour à vous toutes et tous, et on va venir dans les cafés, on ira prendre ensemble un café dans un de vos cafés, ça sera avec un immense plaisir. Alors peut-être 5 points sur cette question d'imaginer les services publics du futur. D'abord, moi je suis ravie que le Cercle des économistes pose cette question, parce que ça fait souvent dans les débats à l'Assemblée nationale, on nous dit il faut moins d'État, moins de ci, moins de ça. Bon, moi je ne partage pas cette vision-là, et j'ai l'impression que les Français ne la partagent pas non plus, puisque si on regarde le dernier sondage qui est sorti il y a quelques temps, ils sont une grande majorité à plébisciter le fait que des services publics existent, mais certains pensent quand même qu'il faudrait qu'ils fonctionnent mieux. Donc, il y a déjà, au moins c'est un point important, nous sommes d'accord sur le fait qu'il est important que nous puissions avoir et faire perdurer des services publics. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que je pense qu'il faut qu'on se fixe des priorités, parce que quand il n'y a pas de priorité, ça s'effiloche un peu, et les boussoles ne sont pas très claires. Pour moi, j'en vois 3 qui doivent être absolues pour l'État. C'est l'éducation, c'est
la santé et le grand âge, et c'est tout ce qui est le volet sécurité justice. Sur ces 3 leviers-là, sur ces 3 piliers, moi je milite pour que l'État mette le paquet. Ce qu'il ne fait pas forcément aujourd'hui, notamment sur la question de l'éducation. Je pense qu'il faut que, si on veut que notre société, qu'on invente le futur, ça passe par un accompagnement beaucoup plus important sur l'éducation. Moi je mène un programme au sein du conseil départemental de Tarn-et-Garonne, qui est de dire qu'on lance une enquête auprès de tous les jeunes de terminale qui sont pas suffisamment accompagnés sur l'orientation. Ils se retrouvent face à Parcoursup, face à un écran, et on se rend compte qu'un très grand nombre d'entre eux n'ont pas d'accompagnement, pas de conseils. C'est un peu débrouillez-vous tout seul. Ça, c'est pas acceptable. Pour un pays comme le nôtre, ce n'est pas acceptable de laisser des jeunes se débrouiller tout seuls. Je sors d'une campagne électorale. Moi, c'est la 3e que je fais sur les législatives. C'est celle où j'ai ressenti le plus de... Comment dire ? Notamment vis-à-vis de la santé, une forme d'angoisse. Quand dans un département, vous avez des urgences qui ferment, quand vous n'avez pas de médecin traitant, alors évidemment le médecin ça couvre aussi la partie médecins libéraux, hein. Moi je n'oppose pas les uns et les autres, mais je dis que l'État a une responsabilité absolue de faire en sorte que chacun puisse avoir accès à un médecin. Sinon, vous êtes confronté, et plus on avance dans l'âge, vous êtes confronté à une forme d'angoisse qui se retrouve aussi dans les urnes. Ce qui s'est passé sur les résultats des élections actuelles reflète cette forme d'angoisse. Un État comme le nôtre ne peut pas laisser l'angoisse s'installer parce que vous ne savez pas si vous pourrez avoir des urgences ouvertes, vous ne savez pas si vous pourrez avoir accès à un médecin. Dans un département comme le mien, sur une population de 250 000, vous avez 10% de la population, 25 000, qui n'a pas accès à un médecin, qui n'a pas de médecin traitant. Et c'est en train d'augmenter. Donc ça, c'est une priorité absolue. Et puis bien sûr, la sécurité. Le 3e point que je voulais aborder ce matin, c'était le fait qu'il faut aussi que les services publics montent en compétences. On ne peut pas, sur des questions très simples, l'État a délégué l'urbanisme. Bon, l'urbanisme, c'est des questions compliquées. Il faut que l'État puisse mettre de la ressource. Sinon, eh bien, vous avez des communautés de communes, vous avez, dans le fond, vous n'avez plus de prise de risque. Et un État qui ne fait plus de prise de risque, il y a un État qui se rabougrit. Donc je prends la question de l'urbanisme, mais il pourrait y en avoir d'autres. Il faut que sur la vie du quotidien, que ce soit l'urbanisme, les cartes d'identité, la question aussi de la poste, j'inclus aussi la poste, il faut que ces services-là puissent être ouverts. Et alors, sur toutes les formes d'agilité. Il ne faut pas qu'on reste dans un schéma où vous avez le bureau de poste qui ouvre de telle heure à telle heure. Non, ce que vous faites à SOS, en associant les postes, que vous puissiez avoir un petit guichet qui vous permette d'y accéder, c'est cette agilité-là. Et je ne suis pas certaine qu'on y soit complètement prêt. Parce que l'agilité, ça suppose que vous puissiez avoir un peu de liberté. Et c'est pas forcément toujours comme ça que les choses, malheureusement, sont pilotées. Le 4e point que je voulais aborder, c'est que le numérique, c'est très bien, mais il faut arrêter l'anonymat. Vous avez des personnes, quand l'État se réfugie derrière une application ou un téléphone où c'est jamais la même personne qui répond, vous perdez confiance dans l'État. Et perdre confiance dans l'État, perdre confiance dans les services publics, c'est générateur d'une forme d'angoisse qui s'installe dans le pays. Donc là-dessus, moi je pense qu'il faudrait que l'État revoie son mode de fonctionnement. Il y a un service qui arrive très bien, ce sont les impôts. Parce que comme l'État veut faire entrer des recettes dans ses caisses, les impôts, vous êtes rappelés, vous avez une véritable... En tout cas, vous avez du répondant. Eh bien, il faut que ce répondant-là, il soit déployé aussi sur les autres administrations. Vous savez, par exemple, je vais prendre un autre cas, la MSA, c'est la Mutuelle Sociale Agricole, n'envoie plus de relevés. Eh bien, vous avez des agriculteurs qui ont 90 ans ou 85 ans qui ne savent pas quelle est leur retraite. Surtout des retraites qui sont à moins de 800 € par mois. Donc ça, c'est inacceptable. Ça, c'est une démission de l'État qui n'est pas acceptable. Et le dernier point sur lequel je voulais intervenir, et j'arrêterai là, c'est sur être en capacité d'avoir une gestion de crise. Là, on l'a vu, on n'est pas bon du tout. En tout cas, pas suffisamment bon. Aux États-Unis, vous avez une agence, la BARDA, qui peut tout de suite aligner les fonds nécessaires quand il faut agir. Cette gestion de crise, alors dans les entreprises privées, il y a plusieurs
directeurs généraux qui sont présents ici ce matin, eh bien, vous allez parfois vérifier vous-même que vous avez les masques. Vous le faites une fois par an, histoire de mettre un peu de pression aussi. C'est indispensable d'être en mode gestion de crise. Et ça va valoir aussi pour la question énergétique qui sera devant nous. Donc, ces 5 piliers me paraissent indispensables pour bâtir les services publics de demain et les imaginer. Merci beaucoup, Madame la députée. Bien, je passe la parole maintenant à Jean Tawil, qui va avoir un éclairage d'économiste et du Liban. Bonjour à tout le monde. L'ironie et le plus grand challenge intellectuel, c'était de demander à un Libanais de venir parler des services publics de demain. Vous savez, au Liban, enfin pour ceux qui ne savent pas peut-être, il n'y a plus d'électricité, il n'y en a pas vraiment eu, mais il n'y en a vraiment plus là. L'accès à l'eau est rationné et c'est très difficile d'avoir accès à l'eau. La sécurité sociale, on ne va pas en parler, ils ne savent pas ce que c'est. Les télécoms et les infrastructures, c'est totalement délabré. Donc vous comprenez un peu la difficulté de cet exercice. Mais ceci dit, ce qui aide beaucoup aussi, c'est que je pourrais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Ça, je peux vraiment vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ce qui a été fait là-bas, il ne faut pas le faire ici. Ou bien il ne faut pas le faire dans l'avenir. Donc, je vais partager ce qui, selon moi, ce sont quelques petits points. Je vais parler de 3 points principaux. Je vais peut-être ne pas être très d'accord avec Madame la députée à côté de moi, mais c'est la beauté de la démocratie et du débat et de pouvoir échanger tous ensemble. Le premier point, quand on parle de l'État, l'État, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains comme tout le monde. La crise au Liban, c'est vrai que c'est une des plus grandes crises des dernières 150 années. Mondialement, on parle au niveau mondial. Mais aussi, c'est une crise qui a été volontairement faite par l'être humain. Et c'est ce que l'ONU, et c'est ce que le rapporteur de l'ONU avait dit. A man-made crisis. Ce qui me revient à venir un peu vers un théorème, ou une théorie, la théorie de l'agence. Je ne sais pas si quelqu'un connaît un peu, c'est nous, les principaux, le principal, et l'agent à qui on délègue le pouvoir. Sauf que dans ce dilemme-là, entre le principal et l'agent, il y a un problème où les objectifs ne sont pas toujours alignés. Et deuxièmement, il y a l'asymétrie d'information. Parce que la personne à qui on délègue, les députés, les fonctionnaires ou autres, ils ont accès à des informations qui ne sont pas forcément partagées avec tout le monde. Donc, à partir de là, ce qu'il faut garder en tête, c'est l'humain, la responsabilité de tous, l'intégrité de ces personnes-là, que ce soit nous ou même les agents à qui on donne le pouvoir ou bien à qui on délègue le pouvoir, que ce soit l'engagement de ces personnes-là, qu'ils aient un vrai engagement. Et surtout, c'est notre rôle de responsabilité d'être aussi engagé, de ne pas considérer que c'est des choses qui ne nous intéressent pas ou qui ne nous concernent pas. Tout nous concerne. Il faut être engagé, il faut suivre, il faut demander des comptes, il faut avoir le sens de la responsabilité, que ce soit l'agent ou le principal. Et ça, c'est très important. Et l'accès à l'information et la transparence. Et ça devrait être demandé par les différents agents et le principal. Donc il faut toujours garder ça en tête. N'ayez pas peur de les rendre responsables. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas avoir peur. Ce sont des gens comme tout le monde et il faut vraiment pouvoir hold them accountable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais parler, je ne sais pas si on se souvient des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Ces 17 objectifs permettent
aux services publics et à la fonction publique, autant aux entreprises aussi, d'avoir une certaine cohérence dans la politique, dans leur politique, dans la façon de faire de la politique, et aussi de pouvoir mettre des priorités. Quand je pense à ces 17 objectifs, malheureusement, étant donné que le temps nous est compté, je vais juste parler de 3 points principaux. L'objectif numéro 16 des objectifs durables de l'ONU, c'est les institutions fortes, la justice et la paix. Lorsqu'on parle des institutions fortes, Madame la députée, je considère que l'État on ne peut pas avoir un rôle plus accru à l'État. Au contraire, le rôle de l'État pour pouvoir avoir des institutions fortes, c'est d'abord un État régulateur, un État fort, un État régulateur, facilitateur, mais non un État acteur. L'État ne peut pas être acteur, il peut réguler, il peut voir, parce que on l'a vécu au Liban. On a vu comment ils ont exploité, ils ont tout fait pour garder un État faible, pour permettre à l'État de jouer un très grand rôle dans la vie politique, économique et sociale, jusqu'au point où on est arrivé là où on est arrivé aujourd'hui. Il n'y a pas d'indépendance judiciaire, il n'y a pas d'institution forte, il n'y a plus d'institution, il n'y a plus de service public. Donc l'État, il faut revenir vers cette définition-là. Quel est le rôle de l'État? L'État ne peut pas être un acteur, mais il peut réguler et faciliter ce qui est en train de se passer. Ce qui me ramène au deuxième point, ou bien l'objectif numéro 17 des objectifs durables de l'ONU, qui est le partenariat. Oui, le partenariat entre le service public et privé, entre le PPP, Public-Private Partnership, c'est un point qui est très important et ça marche. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui reposent des questions, mais non, ça marche. Et la plus grande preuve, c'est que le partenariat public-privé, au Liban, ils n'en veulent pas. Donc le fait qu'ils n'en veulent pas, je vous promets que c'est quelque chose qui peut marcher. Donc, oui, le partenariat public-privé va permettre de respecter ce que j'étais en train de dire au premier point qui est... l'objectif, donc je vais aller plus vite. Troisième point, je vais aller très vite sur le troisième point qui est l'eau, l'accès à l'eau, étant donné que nous avons Veolia. Et il y avait, hier, il y avait une session qui était très intéressante sur territorialiser la gouvernance. Et Madame Sabrina Sousson qui était en train de dire que malheureusement, il y a eu la dernière conférence qu'il y a eu sur l'eau était en 1977 et que la prochaine est en 2023, ce qui va permettre de mettre une certaine gouvernance supranationale qui doit être aussi descendre après au niveau territorial. C'est quelque chose de très important. Le dernier point, mon troisième point qui est très important, Madame la députée, oui, l'État cherche à prendre des taxes, elle joue très bien ce rôle-là, mais il faut savoir que même ça ne suffit plus. Donc autant il travaille pour prendre les taxes, mais derrière il y a toujours un déficit. Et si nous sommes en train aujourd'hui de vivre cette inflation galopante, et j'espère, enfin je vois que ça va aller de mal en pis, malheureusement c'est aussi pour des politiques budgétaires et des politiques monétaires, mais surtout des politiques budgétaires ultra accommodantes, comme le président Trichet avait dit le premier jour de cette conférence. Il faut garder ça en tête, parce qu'on peut régler un problème à très court terme aujourd'hui, mais on peut réveiller un monstre pour le futur. Voilà, je vais m'arrêter là et je serai ravi de prendre vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. On passe la parole à Madame la députée Aurélie Trouvé à distance. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser de ne pas être sur place. J'aurais beaucoup aimé être avec vous. Alors, il se trouve que moi-même, j'étais enseignante-chercheuse en économie jusqu'à il y a quelques jours, donc finalement travailleuse dans le service public. Et je voudrais avoir moi, un point de vue sur le service public. Je pense qu'il va poursuivre celui de Madame Rabault sur la situation très concrète des services publics. Et moi, je vais vous parler plutôt que de co-conception, numérisation, surtout de salaire, de recrutement et de gestion par les besoins. D'abord, un constat sur les services publics de base, ceux qui
sont censés assurer, j'ai beaucoup entendu Elisabeth Borne, la Première ministre, parler d'égalité des chances. En l'occurrence, aujourd'hui, on a des services publics qui ne permettent pas, et de moins en moins, l'égalité des chances. Et je pense notamment à l'éducation. Moi, je suis députée en Seine-Saint-Denis. Et j'ai mes enfants dans l'éducation publique, dans l'école publique en Seine-Saint-Denis. Il faut savoir qu'un enfant en Seine-Saint-Denis perd en moyenne 1 an de scolarité faute de remplaçants. Et la rentrée va être extrêmement... Enfin, la situation s'empire. Par exemple, à la rentrée, sur l'académie de Créteil, nous avions besoin de 2100 recrutements. Pour l'instant, il n'y a que 900 admis pour les instituteurs. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, pour l'instant, nous ne voyons pas la possibilité d'avoir un prof par classe, tout simplement. Et évidemment, sans compter tout le manque de personnel, voilà, les personnels à ESH, périscolaires, pour lequel pourtant on a des gros besoins, vous imaginez bien, en Seine-Saint-Denis. Je voudrais aussi dire quelques mots sur les hôpitaux publics. Les hôpitaux publics, là aussi la situation est dite catastrophique. Aujourd'hui, on a un service sur 7 des urgences partiellement ou totalement fermées. 700 infirmières sont parties depuis le mois d'octobre des hôpitaux publics. Alors vous allez me dire, alors ça veut dire qu'il y a des droits essentiels qu'on ne peut pas assurer aujourd'hui, qu'on ne peut plus assurer de moins en moins par les services publics en France. Et vous allez me dire comment répondre à tout ça, comment assurer des droits essentiels comme être soigné correctement. Et moi, je vais vous parler salaire, recrutement et gestion par les besoins. Salaire d'abord, puisque en France, vous savez peut-être, un infirmier commence à 1500 euros net. Quand c'est le double en Allemagne, un instituteur 1600 euros net. Alors évidemment, à ce salaire-là, il ne faut pas tellement s'étonner qu'il y ait de moins en moins de souhaits d'être, enfin, qu'on manque de recrutement. De la même façon, sur les effectifs, sur le nombre de recrutements, aujourd'hui, l'ensemble des organisations de soignants estiment qu'on aurait besoin de 100 000 soignants recruter en plus. Les enseignants, les organisations d'enseignants estiment qu'on a besoin de 60 000 enseignants en plus dans l'éducation publique. Et donc, voilà, on a des gros besoins avec la force politique que je représente, la NUPES. Nous estimons qu'aujourd'hui, il y aurait besoin d'environ 1 million de personnes à recruter dans les services publics, dans la fonction publique. Et je dois dire une chose aussi, là, on nous dit « Ah, mais c'est terrible, il ne faut surtout pas augmenter les dépenses ». Tout dépend le type de dépenses publiques d'abord. C'est vrai que ça coûterait 75 milliards d'euros en plus supplémentaires par an de faire ces recrutements et ces hausses de salaire pour assurer des besoins absolument essentiels. Mais je rappelle quand même que tout ça a été chiffré économiquement. Nous sommes des dizaines et des dizaines d'économistes à avoir travaillé là-dessus et à avoir soutenu ce programme économique, puisque ça veut dire aussi des hausses de cotisations et des hausses d'impôts par les hausses de revenus, la hausse d'emploi par la fonction publique. Donc c'est aussi une boucle qui permet au contraire d'augmenter les recettes publiques en lien avec aussi une grande réforme fiscale qui permettrait d'assurer tout cela. Et je voudrais finir par la question de la gestion et notamment de la gestion managériale qui est aujourd'hui appliquée aux hôpitaux publics mais qui manifestement pourrait être appliquée de plus en plus à l'école publique. Or, la tarification à l'activité dans les hôpitaux, par exemple, signifie que, eh bien, on privilégie la rentabilité, on privilégie, par exemple, le choix des actes de soins en fonction de la rentabilité plutôt qu'en fonction des besoins des patients. Et là aussi, il y a un problème, un gros problème, je dirais, par rapport aux besoins des gens. Je finirai juste par une remarque sur les gilets jaunes. Je crois que j'ai pas tout à fait la même conception des gilets jaunes. Les gilets jaunes, les ronds-points des gilets jaunes, c'est pas par manque de convivialité, parce qu'ils voulaient boire des coups, hein, en l'occurrence, ensemble, ou c'est parce qu'il y avait une vraie colère, une colère notamment face à l'explosion des inégalités sociales. Et je considère que les services publics sont justement la richesse de ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, il y a un réel besoin de restaurer ces services publics qui, notamment pour des services publics essentiels que sont l'éducation et la santé, sont d'une situation qui est considérée catastrophique à la fois par une grande partie du personnel, mais aussi une grande partie des usagers. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la députée. Nous avons 15 minutes pour pouvoir ouvrir un débat et des questions à la salle. Est-ce que vous voulez tout d'abord avoir des réactions déjà? Oui, tout à fait, je vous en prie. Oui, moi je voudrais répondre à mon voisin. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est imaginer les services publics de l'avenir. Ce n'est pas définir le rôle de l'État.
Bien sûr que l'État a un rôle de régulateur, mais il a un rôle de régulateur, il a aussi un rôle pour assurer des services publics. Il a plusieurs missions. Donc moi, je n'ai pas parlé de l'État régulateur, parce qu'on peut parler effectivement de tout ce qui du rôle qu'il doit jouer dans son rôle régalien, de la défense. Je me suis vraiment concentrée sur la question posée, qui est celle des services publics. Et je considère que sur les 3 leviers, éducation, accès à la santé et sécurité, il doit prendre ses responsabilités. Mais avec l'agilité qui peut exister, avec évidemment de la prise de risque, avec effectivement un dialogue beaucoup plus ancré avec l'ensemble des concitoyens. Mais c'était vraiment, la réponse que j'ai apportée, c'est sur celle des services publics. Et ce n'est pas sur le rôle de l'État, qui est plus large que cette conception-là, à mon avis. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas justement repartir pour redéfinir le rôle de l'État, j'ai bien compris. Je voulais juste aller peut-être plus loin. Aujourd'hui, on est beaucoup de jeunes. Ça a été une thématique assez importante pour ces rencontres économiques en particulier. Pour un témoignage assez personnel, je suis étudiante en soins infirmiers, donc assez concernée. Je suis censée être diplômée dans 6 mois et je m'arrête. Je m'arrête parce que je n'y crois pas, parce que les il faut, on les a entendus, mais il faut aller plus loin aujourd'hui. Les il faut, ils ne suffisent plus. Les il faut qu'ils se concrétisent par des solutions, par des réformes, par quelque chose qui va plus loin. On ne peut plus être dans un constat comme on a pu l'entendre. Et c'est une question de, oui, je ne demande pas qu'est-ce que l'État va exactement faire, mais comment l'État va se saisir exactement de ces thématiques, qu'est l'éducation, qu'est le système de santé, plus précisément. Voilà, merci. Merci. Alors, qui veut répondre à cette question? Et sachant que ça serait... Il y a aussi bien un rôle de l'État, mais on a vu aussi bien que le groupe SOS et Veolia qu'il y a aussi des réponses aussi très concrètes du monde de l'entreprise et de l'économie solidaire. Je crois que malheureusement les choses ne sont pas aussi simples que de rajouter à un système qui ne fonctionne pas un nombre de gens importants pour faire mieux fonctionner le système. La réalité, le groupe SOS s'est mobilisé évidemment puisque nous avons aussi des sujets de recrutement d'infirmiers et d'aides-soignantes dans nos hôpitaux. Donc nous avons créé des IFSI, donc des instituts de formation en soins infirmiers que nous avons lancés, parce que le premier sujet, c'est que le déficit de personnel, il est lié au fait qu'il n'y a pas de candidats. S'il n'y a pas un sujet de poste disponible, chez SOS, il y en a 250 jeunes filles, réfléchissez encore un peu avant de renoncer. Je pense qu'en revanche, la préparation, par exemple, aux études d'infirmières, j'ai travaillé la semaine dernière avec les syndicats pour essayer de trouver un dispositif qui permette d'améliorer. Lorsqu'on permet à une aide-soignante, après quelques années, qui a travaillé dans un hôpital pendant 5 ou 6 ans, de passer des études d'infirmière, 85% des aides-soignantes vont au bout et deviennent infirmières et restent infirmières parce qu'elles connaissent le métier, qui n'est pas un métier tout à fait simple. Pour revenir à ce que disait Valérie à l'instant, choisir sur une plateforme le métier d'infirmière quand on n'a jamais mis les pieds dans un hôpital, c'est un peu compliqué. Permettre à des aides-soignantes au bout de 5 ans qui connaissent l'hôpital, qui aiment l'hôpital, parce qu'il faut aimer un hôpital pour y travailler, de devenir infirmière, puis de passer le diplôme qui a été inventé d'infirmière en pratique avancée, qui pour aller vite est entre le métier d'infirmière et le métier de médecin, donc où les infirmières peuvent en tout cas prolonger des prescriptions. Sans doute que la solution est par là, c'est-à-dire que Myriam El Khomri a fait un superbe rapport sur les EHPAD et sur la santé, sur la formation. Les infirmières, comme les enseignants d'ailleurs, le sujet c'est que personne ne répond aux offres d'emploi qui sont faites. Alors il y a évidemment le sujet du salaire et de la rémunération. Je me permets de faire remarquer que les salaires ont augmenté ces 3 dernières années comme ils n'avaient jamais augmenté les 20 années précédentes. Donc tout n'est pas fait, mais un effort a été fait. Le fait de tout résumer à la question des salaires et du nombre, c'est juste tourner autour du feu en espérant que ça fera venir la pluie. Le système, il faut être un peu sérieux. Nous gérons des hôpitaux, nous gérons des EHPAD. Nous avons évidemment à faire beaucoup plus pour les salariés, beaucoup plus, et entre autres, la formation, leur permettre d'évoluer dans la carrière et proposer ces métiers à des gens qui en ont vraiment envie,
objectivement, ce n'est pas toujours le cas quand on choisit sur une plateforme de devenir infirmière plutôt qu'autre chose. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je passe la parole vraiment à différents acteurs parce que je pense que cette question soulève vraiment un peu de nombreuses dimensions. Il y a la question RH, il y a la question de l'attractivité des salaires, il y a la question de la demande du public, il y a la question du demande de sens. Donc, Madame Reichenau, si vous vouliez répondre. Oui, alors moi, ça m'évoque plein de choses. Et pour résumer, c'est donnons le pouvoir à l'humain. Plutôt que... Voilà. Après, il faut aussi des systèmes organisés, bien sûr, mais redonnons la chance aux gens aussi. Alors je disais au territoire, aux salariés, à des fonctionnaires du service public pour trouver eux-mêmes un petit bout de solution à un problème. Et je crois que ça c'est un truc absolument essentiel. Alors en anglais on dit empowerment, mais il n'y a rien de plus exaspérant que vous appelez un centre d'appel. La personne que vous avez en face, elle a vraiment envie d'aider, mais elle n'a même pas la possibilité de débloquer un petit bout de contrainte à son niveau, et donc elle finit par vous renvoyer sur un deuxième, un troisième, une quatrième procédure. Il faut donner à la personne qui est en face de vous au centre d'appel la possibilité de dire oui, je débloque ce petit truc-là et je trouve la solution. Et donc un mot comme simplicité, redonner le pouvoir à l'humain, je pense que c'est absolument essentiel. Nous, on travaille là-dessus, bien sûr, chez Veolia, au sens de notre organisation managériale. Hein, c'est aller donner de la capacité à agir au niveau local, bien évidemment dans un cadre plus général, pour arriver à ajouter en plus notre capacité d'innovation, d'entraînement et un effet de taille. Mais je crois que c'est assez essentiel. Et moi, ce que j'entends aussi d'un certain nombre de salariés très jeunes, c'est on veut pouvoir faire la différence à notre niveau, à mon niveau à moi. Et je veux savoir quel est mon impact à moi. Au sein d'un ensemble, mais mon impact à moi. Et je crois que ça, il y a un vrai sujet à travailler. Merci beaucoup. Madame la députée, vous vouliez... Madame... Alors, je ne sais pas quelles études vous abandonnez, mais moi, je vous invite à vraiment poursuivre. Voilà, les infirmières... Ah, voilà, d'accord, bon, alors... Bon, on va peut-être se voir après, voilà, après la table ronde. Non, mais j'entends ce que vous dites sur... Bon, moi je suis dans un département, Parcoursup, faire passer les infirmières par Parcoursup, on va avoir moins de candidats que de places ouvertes parce que beaucoup se sont fait refuser. Avant, il y avait un concours, donc c'était celles et ceux qui étaient le plus motivés pour faire infirmier ou infirmière qui allaient. Bon. Vous avez des opportunités, que ce soit dans un bloc... Franchement, je ne sais pas ce qui a été le blocage à un moment donné, mais il faut qu'on en discute à l'issue de cette table ronde. Oui, il y a aujourd'hui, je ne sais pas ce qui a à un moment donné bloqué le système, où plus personne ne veut donner de réponse. Et on vous renvoie de service en service, ce qui est désespérant. Et je ne vais pas vous mentir, c'est quand vous êtes député, vous avez des cycles. Alors, il y a des gens qui viennent vous voir sur tel problème, puis après sur tel autre problème. Ben, en ce moment, on a l'impression qu'il faut qu'on débloque des situations au sein de l'administration parce que les gens ne se parlent plus ou parce qu'il n'y a pas de contact humain direct. Et ça, je ne sais pas si c'est un effet post-Covid où on a été chez soi confiné ou pas, je ne sais pas quelle est la raison, mais c'est vrai que ce blocage-là, on le voit de manière ahurissante. Alors évidemment, quand vous êtes député, que vous appelez le directeur de l'hôpital, il y a des choses qui se débloquent, mais on ne va pas le faire parce que d'abord tout le monde ne nous appelle pas et on ne le fait pas à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à trouver un nouveau souffle. Alors je sais bien qu'il n'y a pas les yaka faucons et tout ça, ça ne marche pas. Mais sincèrement, sur la question des soignants, des infirmières, vous avez de multiples possibilités. Donc il ne faut pas lâcher, que ce soit en libéral, vous vous installez, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans le médico-social, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et il y a aussi une autonomie et une responsabilité. Et vous avez tout de suite la concrétisation de votre travail que vous pouvez constater. Merci beaucoup. On a le temps, il nous reste 5 minutes pour une deuxième question. Oui, voilà. Il y a une question ? Très bien. Là, attendez, excusez-moi. Il y a 2 questions. Allez-y, je vous en prie. Oui, et on merci. Attendez, Jean. Moi, j'ai une question. Le titre de la session, c'est « Imaginer les services publics de l'avenir ». Mais j'ai l'impression que le cœur du sujet, c'est au final ne pas perdre les services publics qu'on a aujourd'hui ou qu'on a eu avant et retrouver une qualité de service qu'on a pu avoir par le passé.
mais il n'y a pas de, en fait, d'imaginer des services nouveaux. Il y a pas, on parle pas de, par exemple, je sais pas, de sécurité sociale alimentaire. On parle pas de revenu universel. On parle juste de essayer de pas perdre ce qu'on a actuellement. Donc nous, moi, je fais partie de la Parole de 28. On nous vend un monde où, si on y arrive, on va peut-être avoir une chance de ne pas perdre ce qu'on a actuellement. Et si on échoue, on va avoir une moins bonne qualité de service de soins, d'éducation, etc. Mais on ne nous vend pas un avenir où on va peut-être avoir quelque chose de mieux au final. Donc c'est pas une question, je vous l'accorde, mais je pense que ça peut peut-être provoquer des réactions et des réponses de la part du panel. Merci. Merci beaucoup. Peut-être. Est-ce que vous voulez poser votre question aussi? On essaie comme ça de les prendre groupés. Oui, mais je viens en soutien de Mme Brachlianoff et pour aider Mme la députée à débloquer les choses. Leadership is empowerment. Donc il faut faire confiance aux autres sur le terrain et arrêter de prendre des décisions pour eux. D'accord. C'était plus une suggestion et un commentaire. Merci. Donc, qui veut répondre à cette question? Et peut-être, je passe la parole, j'en permets juste à Madame la députée Aurélie Trouvé qui est à distance. Aurélie, la parole est à vous. Bonjour, rebonjour et merci de me redonner la parole. Oui, je voudrais rebondir sur le fait de donner la confiance, de s'appuyer sur ce que disent les gens de terrain, et notamment les travailleurs des services publics. Ce que disent les soignants, pourquoi aujourd'hui il y a une hémorragie, pourquoi il y a 700 infirmières qui sont parties de l'hôpital public depuis octobre. Toutes les organisations de soignants que j'ai pu rencontrer sont d'accord sur un point, c'est que les salaires sont beaucoup trop faibles. Alors certes, il y a eu une petite hausse, mais on est à des salaires qui sont 2 fois moindres par rapport, par exemple, à ceux de l'Allemagne pour ce qui concerne les infirmières. Et puis surtout bien inférieurs à ce que les infirmières ont dans le privé. Donc il y a quand même un vrai problème aujourd'hui de salaire pour l'attractivité du métier. Je rappelle que les fonctionnaires ont perdu 10% à peu près de pouvoir d'achat depuis 10 ans du fait du gel du point d'indice. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec la NUPES, nous demandons un dégel du point d'indice et une hausse de 10%, des salaires des fonctionnaires. Et puis, le nombre de recrutements, oui, c'est un problème. Quand aujourd'hui, nous avons des soignants qui sont en souffrance, en très grande souffrance au travail, c'est ça qu'ils nous disent, parce qu'ils ont de moins en moins de temps par patient, parce qu'ils ne peuvent plus s'occuper correctement des patients, eh bien oui, là aussi, ça décourage le fait de venir travailler dans un hôpital public. Et puis, je finirai, puisqu'on dit qu'est-ce qu'on envisage de nouveau. Eh bien, il a été évoqué la question du revenu universel. Moi, je voudrais revenir sur plus globalement la garantie, ce qu'on propose, la NUPES, c'est-à-dire toute la gauche et l'écologie réunis, c'est une garantie d'autonomie pour les jeunes en formation de 1 000 €, ce qui leur permet de faire des études, notamment des stages aussi, qui soient bien rémunérés et qui permettent, par exemple, évidemment, à une infirmière de connaître et de pratiquer l'hôpital public comme le font tous nos étudiants. J'ai eu des étudiants pendant 20 ans, fort heureusement il y a des stages qui permettent de découvrir l'environnement professionnel. Donc je comprends que pour un groupe comme SOS dont le chiffre d'affaires grandit au fur et à mesure que le service public diminue, vous ayez ce discours-là, mais en l'occurrence, je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de revenir à des services publics qui fonctionnent mieux, c'est vrai. Il y a beaucoup d'efforts à faire là-dessus aussi, mais pour moi, peut-être la façon de fonctionner le mieux possible, c'est de répondre aux besoins. Et pour ça, il faut sortir absolument d'une logique de rentabilité qui progresse dans les services publics. Alors moi, je voulais réagir réagir à ce qu'avait dit monsieur sur 2 choses. Moi, je voyage beaucoup. Veolia, c'est une entreprise internationale présente dans 40 pays. Et je peux vous dire que sur les métiers que je connais, l'eau, l'énergie, les déchets, la France est dans les meilleures qualités de services publics du monde. Que ce soit qualité, rapport qualité-prix d'ailleurs, si je peux me permettre, qualité en termes de santé, en termes d'ambition sanitaire et autres. Donc déjà, je pense qu'on peut se réjouir sur les sujets, encore une fois, que je connais. La deuxième chose, c'est qu'on peut aller encore plus loin, et moi je le disais tout à l'heure, on a dans nos territoires des ressources pour
pour améliorer la qualité des services publics vis-à-vis de l'enjeu environnemental. Parce qu'on n'a quand même pas parlé beaucoup d'environnement depuis tout à l'heure. C'est un enjeu absolument majeur. Et on est capable aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui de trouver de l'énergie dans nos territoires, dans du biogaz, dans des stations d'épuration. On arrive maintenant à faire ce qu'on ne savait absolument pas il y a 5 ou 10 ans, des stations d'épuration qui produisent de l'électricité. Et donc on est en train de réinventer les services publics vis-à-vis aussi de cet enjeu environnemental, de sauver de l'énergie. Et c'est un sujet absolument majeur, encore plus aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Et donc on a une capacité à se réinventer aussi sur cet aspect-là. Et donc c'est là-dessus que j'ai envie de vous parler d'avenir, monsieur. Merci beaucoup. Un mot de conclusion aussi de Jean. Donc, très brièvement, et je vais être cohérent avec ce que j'étais en train de dire avant, c'était un des points que j'avais envie aussi de parler, c'est la sécurité alimentaire et la malnutrition. Malheureusement, le temps était compté. Encore une fois, c'est un des objectifs durables de l'ONU. Il y a des points très intéressants qui sont présents dans qu'est-ce qui pourrait être fait pour atteindre ces objectifs, surtout avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation et ce risque-là, le risque de malnutrition et de sécurité alimentaire qui augmente de plus en plus. Il faut penser au-dessus de l'agriculture uniquement, au-dessus des subventions. Il faut penser d'une manière beaucoup plus inclusive, d'une manière beaucoup plus 360 degrés. Il y a plein de propositions. Malheureusement, nous n'avons pas trop le temps de développer ça, mais on pourrait en parler. Merci. Valérie ? Oui, un petit mot pour répondre à monsieur. La question que vous posez, c'est dans le fond le modèle de société que nous voulons. Ça dépasse les services publics. Et ce modèle de société, c'est de dire comment on peut donner sa chance à chacun et qu'il conserve sa liberté. J'imagine que c'est peut-être ce que vous avez en tête. Donc nous, effectivement, moi je me suis battue au cours des 5 dernières années pour que les jeunes ne soient pas contraints ou obligés d'aller travailler le soir pour pouvoir poursuivre leurs études. La France fait partie des 4 pays de l'Union européenne, des 4 seulement, qui n'a aucun soutien pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Donc ça, c'est une réalité sur laquelle nous nous battons. Mais ça ne répondra pas à toutes vos questions sur le modèle de société vers lequel on veut aller. Et la question posée ce matin, c'était les services publics. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur la santé, l'éducation et la sécurité, parce que quand ces 3 leviers-là sont défaillants, vous pouvez avoir tout le modèle que vous voulez, les meilleures aspirations, eh bien vous ne réussirez pas à les concrétiser. Donc il faut que ces piliers-là soient ultra solides. Et on a vu, ça rebondit sur la question de madame sur les écoles d'infirmières, on a vu que parfois ils flanchent. Eh bien quand ils flanchent, ça fragilise toute notre société. Merci beaucoup. Et un dernier mot de la part de Jean-Marc pour conclure. D'abord, évidemment, une réponse légère, sans entrer dans la polémique avec madame la députée. Lorsque le chiffre d'affaires d'une organisation non lucrative, associative, coopérative, mutualiste augmente, ça permet d'augmenter les services que nous rendons à ceux qui sont le plus en difficulté, parce que le groupe SOS, il aide 2 millions de personnes par an. Et je ne suis pas persuadé que ce soit le rôle de l'État d'aller ouvrir des bistrots dans des villages. Par contre, des entreprises comme SOS, c'est notre cas. Et puis, pour à la fois finir de répondre sur l'innovation, je crois que nous sommes effectivement à un tournant, mais il faut essayer de positiver le tournant en question et en inventant des nouveaux dispositifs, et que ce soit pour répondre au jeune homme qui a posé des questions ou à d'autres. On n'a pas inventé l'électricité en essayant d'améliorer la bougie. Donc essayons d'être un peu novateurs et de penser à autre chose. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble de nos panélistes, nos intervenants, et merci au public. À très bientôt.